C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus. L'effondrement économique dû à la crise sanitaire mondiale a eu des impacts inévitables sur l'emploi en Afrique et dans le monde. Mais le sujet de l'emploi ne concerne pas uniquement ceux qui craignaient ou risquaient de le perdre, mais tout, autant les jeunes diplômés dont l'entrée sur le marché du travail se fait de plus en plus dans des conditions extrêmement difficiles. L'émission entend aborder l'avenir de l'emploi des jeunes africains après la Covid-19 et pour en discuter, nous recevons Jean-Stéphane Leba, bienvenue. Merci infiniment pour l'invitation. Vous êtes journaliste, écrivain, auteur de plusieurs œuvres dont la dernière, 300 idées pour entreprendre et pour faire des affaires, n'est-ce pas? Merci infiniment de m'avoir invité. Je suis sensible à cette invitation et toutes les fois où il est question d'aborder les questions concernant la jeunesse, nous répondons présents à cet appel. D'accord. Avec nous en studio, Mike-André Akpa, il est chef d'entreprise, il est coach en matière d'emploi. Bienvenue également. Merci Thomas, merci pour l'invitation. Alors la première question, c'est à vous que je la pose. Est-ce que la crise sanitaire de Covid-19 vous a inquiété par rapport à votre emploi? Alors en tant que chef d'entreprise, on a eu un impact plutôt négatif par rapport à nos activités qui ont été fortement touchées. Donc on a eu à franchement revoir le modèle économique qui avait été mis en place pour le business. Et donc, je pense que pour tous les jeunes aussi qui sont en train de rentrer sur le marché de l'emploi et pour ceux qui sont également en poste, il y a eu aussi de grosses difficultés. Je crois qu'on pourra en parler durant tout l'entretien. Absolument. Parlons justement des conséquences sur les jeunes et leur emploi par rapport à la crise sanitaire que nous connaissons. Jean-Stéphane Leba. Déjà, il faut dire que l'emploi des jeunes sous nos tropiques, pour certains jeunes, ces emplois sont des emplois précaires. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les États ont pratiquement les mêmes problèmes au niveau de l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Il est difficile d'insérer tous ces milliers de jeunes diplômés qui sortent des grandes écoles, n'est-ce pas? Et donc, avant la Covid, c'était difficile. Pendant la Covid, c'était difficile. Et juste après la Covid, c'était encore plus difficile. Mais juste dire que les conséquences ont été visibles. Les jeunes sont restés à la maison. Les entreprises étant fermées, les entreprises sont les premières pourvoyeuses d'emplois. Et si ces entreprises sont fermées et qu'elles ont été confrontées à la crise sanitaire, il n'était pas évident pour ces jeunes d'avoir de l'emploi. Et donc, les conséquences ont été multiformes. D'accord. Trouver un emploi aujourd'hui, c'est de la responsabilité de qui? Est-ce du concerné, de l'État qui doit créer les conditions, Mike? Alors, moi, je pense que des deux côtés, il y a une part de responsabilité. Premièrement, je pense que la première part revient aux concernés, parce que l'affaire le concerne. Et d'un autre volet, l'affaire concerne l'État, qui doit mettre en place tout le dispositif éducatif pour permettre la facilitation de l'insertion du jeune après son parcours universitaire. D'accord, vous, votre parcours universitaire, on dira, il est achevé, quand bien même vous avez des possibilités d'étudier encore, et vous optez pour l'entrepreneuriat et vous êtes installé à votre propre compte. Pourquoi n'avoir pas opté pour la fonction publique, pour le salariat par exemple? Alors, je pense que l'entrepreneuriat, c'est un appel, hein. C'est un appel, et quand on croit en ses capacités, on croit qu'on peut apporter un plus à son pays et à sa communauté, il faut se lancer. Et c'est ce que moi j'ai fait. Dès que j'ai fini ma licence en marketing publicité, j'ai senti l'appel de pouvoir me lancer pour apporter un plus, surtout dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation. Et je pense que petit à petit, on fait notre bonhomme de chemin. D'accord. Vous parliez tout à l'heure, Jean-Stéphane Leba, de la précarité de l'emploi des jeunes. Oui. Est-ce qu'on peut comprendre mieux et pourquoi l'emploi des jeunes est si précaire? L'emploi des jeunes est précaire. C'est relatif à la formation que les jeunes eux-mêmes reçoivent. Et sous nos tropiques, la formation, j'ai envie de dire, n'est pas toujours de grande qualité. Nous sommes en Afrique, nous voyons certaines universités bondées de monde et quand parfois il y a du monde, la formation n'est pas toujours de qualité. Et donc, quand vous n'avez pas une formation de qualité, il va sans dire que l'emploi que vous avez, tout naturellement, n'est pas également
un emploi de qualité, donc par parallélisme de formes, formation moindre ou bien formation de piètre qualité, emploi de piètre qualité. Mais vous regardez également dans la vie de tous les jours, celles et ceux qui ont une formation de qualité, il y a toujours de l'emploi de qualité également qui leur est réservé. Et en même temps, vous avez posé une question tout à l'heure à Mike, je voudrais rebondir. Oui, allez-y. Voilà. La formation, l'État, dans toutes les constitutions, l'État a l'obligation, les États ont l'obligation de former la jeunesse. Cependant, les États n'ont pas l'obligation de leur trouver forcément un emploi. Et c'est là qu'intervient l'entrepreneuriat, la création de la richesse, la création de l'emploi, la création des valeurs. Les jeunes ont été formés. Les jeunes sont formés, ils sont bardés de diplômes, ils sont informaticiens, ils sont communicateurs. On vous a donné la formation, c'est à vous de valoriser cette formation à travers l'emploi. Si on ne vous donne pas l'emploi, c'est à vous de créer votre emploi. Mais est-ce que la responsabilité n'est pas de l'État formateur de créer les conditions, quand bien même l'État ne peut pas embaucher tout le monde, mais de créer la politique qui va avec pour que ces derniers puissent s'insérer? Je crois que les États font déjà beaucoup et les États font ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'ils le font suffisamment, pensez? Mais j'ai envie de dire, quand on regarde aujourd'hui la population galopante de la jeunesse, parfois les actions qui sont menées par l'État représentent des gouttes d'eau dans l'océan des besoins de la jeunesse. Mais nous disons, les jeunes, l'État fait sa part, mais vous aussi, c'est à vous de faire votre part. On vous a promis des emplois salariés dans des bureaux climatisés, mais en attendant ces emplois, qu'est-ce que vous faites? Vous vivez, et puis vous avez une formation, vous êtes informaticien, mais vous pouvez fabriquer simplement un logiciel et commercialiser ce logiciel. Nous, c'est dans cette optique que nous faisons des propositions. Il faut, quand vous n'avez pas l'emploi, vous-même, vous pouvez créer votre emploi. L'environnement dans lequel les jeunes se trouvent en Afrique, est-ce que cet environnement de travail, il est assez favorable à l'entrepreneuriat? Alors, comme je crois M. Liba vient de le dire, la formation, donc quand on parle d'adéquation entre la formation des jeunes et puis l'emploi, là on voit qu'il y a une grosse inadéquation parce que les besoins actuels des entreprises ne sont pas pris en compte au fait dans la formation qui est donnée à la jeunesse. Donc, façon de dire que cette insertion-là qui doit être faite, on connaît beaucoup de difficultés. Un grand décalage. Un grand décalage. Et ce décalage, en fait, est dû au fait peut-être des grandes écoles d'université. L'État, comme il a dit, fait son rôle. Mais toi, jeune, qui a aujourd'hui cette formation, à qui on a donné le b.a.-ba de ton corps de métier, qu'est-ce que tu fais maintenant pour pouvoir rendre ce b.a.-ba assez costaud pour intéresser les entreprises? D'où vient maintenant le fait de pouvoir soi-même renforcer ses capacités par des projets. Aujourd'hui, on a tout sur le net, hein, on a tout sur Google, tout. Donc, à toi maintenant de pouvoir renforcer par l'auto-formation. On a aussi beaucoup de cabinets, bien vrai qu'il faut aussi discerner les bons programmes des mauvais programmes, mais tu as tout à ta disposition. Et aujourd'hui, les jeunes, comme il a dit, à qui on a promis beaucoup d'emplois dans les bureaux climatisés, veulent forcément travailler dans des bureaux climatisés. J'en connais plein qui m'ont dit, moi je suis fait pour être dans un bureau climatisé, pas pour être sur le terrain. Alors que s'il n'y a pas d'ouverture dans un bureau climatisé, il y a beaucoup d'emplois où on peut être sur le terrain, où on peut aller vers les personnes, où on peut retourner aussi à la terre, à l'agriculture. Les jeunes aujourd'hui, il y a des corps de métier que les jeunes ne veulent pas toucher. Ouais, les métiers salissants. Oui, d'après eux, c'est des métiers de basse classe. Pourtant, il faut commencer au bas de l'échelle pour monter en fait, à un niveau très élevé. Donc, pour moi, les jeunes ont la plus grosse part de responsabilité par rapport à l'État. Depuis combien de temps on parle de l'État ne fait rien? Ça fait quand même 30, 40, 50 ans. On revient sur les mêmes débats. L'État fait ce qu'il peut faire. Comme il a dit, la démographie est très galopante. Donc, il y a beaucoup de difficultés au niveau de l'État de pouvoir insérer tous ces jeunes-là. L'État met en place la politique de formation. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup aussi d'initiatives privées et également étatiques de pouvoir financer des jeunes pour l'entrepreneuriat, créer des espaces de facilitation d'insertion, mais l'État ne peut pas tout faire. D'accord, l'État ne peut pas tout faire, on est unanime effectivement sur cette question. Les jeunes sont nombreux, les diplômés, il y en a, mais les jeunes que vous rencontrez, la plupart du temps, quel est le problème que ces derniers rencontrent? Ah oui, je l'ai dit tantôt, les jeunes attendent encore des emplois salariés. Et malheureusement, le contexte
de l'Afrique francophone les a prédisposés à avoir des emplois salariés. Vous savez, jusqu'à une année récente, en Côte d'Ivoire, le contexte qu'on maîtrise le mieux, tout le monde voulait être à la fonction publique. Mais par rapport aux emplois, même par rapport aux postes disponibles, il y a plusieurs jeunes. Il suffit simplement de lancer un concours que vous allez voir, n'est-ce pas, une longue file d'attente des jeunes qui attendent des concours qui ne viennent pas. Mais ils sont soit 3000 par rapport à 300 postes disponibles. Mais quand on prend les 300 et les autres, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils ont la persévérance de reprendre chaque année le concours. Ils vont toujours reprendre, tant qu'ils n'ont pas encore compris ce qu'ils doivent comprendre. C'est pour cela que nous disons, en tant que journalistes spécialistes des questions de jeunesse, après avoir fait des recherches, nous disons, le secteur privé, l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, est une voie de sortie de crise en matière d'emploi en ce qui concerne les jeunes. Parce que vous-même, au niveau de l'entrepreneuriat, vous vous auto-employez, vous vous valorisez. Et là, il n'y a pas de chômage à ce niveau. Et là, il n'y a pas de non-insertion à ce niveau. Vous êtes informaticien, vous créez vous-même votre formule ou bien votre logiciel, vous le commercialisez, vous avez un marché, vous avez 2 marchés et après-demain, vous pouvez vous insérer. Et Mike, qui est en train de parler, c'est un exemple en la matière. C'est un exemple éloquent. Il n'a pas attendu que l'État lui donne du travail. Il a une formation, il s'est valorisé. La conséquence ou bien le résultat est là par rapport à un autre jeune qui a fait l'université et qui attend un emploi salarié. Et c'est l'appel que je voulais lancer aux jeunes. Attention, vous allez attendre l'emploi. Quand il ne vient pas, il faut aller à l'emploi, il faut le créer. Quand vous avez vous-même une activité génératrice de revenus et si demain l'État vous donne un emploi salarié, ce que vous avez créé avec ce que l'État vous a donné, ça ne sera jamais de trop. Au contraire, vous bénéficiez et vous avez une activité génératrice de revenus. Les jeunes disent aujourd'hui, j'ai des idées, je veux entreprendre, je n'ai pas de moyens. Alors, comme moi j'aime bien le dire, on ne peut pas démarrer avec tous les moyens qu'on souhaiterait avoir. Parce que quand un jeune dit j'ai pas de moyens, lui s'attend à recevoir, il te fait un truc de 5 millions. Il veut les 5 il millions. s'attend à recevoir les 5 millions pour démarrer. Quand bien même il aurait reçu 4 millions, il aura l'impression d'être bloqué. Oui. Alors qu'un projet se bâtit étape par étape. Donc si tu as un projet de 5 millions, il faut que tu puisses pouvoir le démarrer avec de 500 000 ou 300 000. Ou même avec ton ordinateur, ta connexion Internet. Donc, il ne faut pas attendre de pouvoir avoir toutes les ressources. Aujourd'hui, aucune banque ne vous financera à partir de zéro. Ça veut dire que tu as un projet, tu n'as même pas encore démarré avec une idée, un concept, rien. Même pas 1-2 ans et tu veux un financement, c'est impossible. Et les jeunes s'en plaignent, les banques ne nous accompagnent pas, ainsi de suite, alors que... C'est impossible. Les banques n'accompagnent pas ce qui est abstrait. Donc moi je dis aux jeunes, aujourd'hui, si tu as un projet qui fait 5 millions, départis-le en plusieurs étapes. Donc l'étape 1, tu peux la commencer avec combien? Avec un ordinateur, une connexion Internet, tu commences. L'étape 2, il te faut peut-être 300 000, 200 000. Et quand on verra qu'il y a du contenu qui sort de toi, on verra parce qu'aujourd'hui, quand tu fais un projet, il faut pouvoir l'exposer sur des plateformes qui existent en ligne pour qu'on puisse voir ta compétence et ton contenu. Quand les gens auront vu mais que ce jeune il fait du travail excellent, ils auront envie de t'accompagner directement. Tu n'auras même pas à courir pour aller vers les personnes. Moi, j'ai vu des jeunes qui ont des projets qui ont attiré au fait les investisseurs vers eux et non le contraire. En fait. Il y en a par contre qui ont quelques moyens mais qui n'ont pas d'idées. Voilà, c'est un paradoxe. Par exemple, c'est un paradoxe. Alors, ce que je voudrais dire, si vous avez de belles idées, vous aurez toujours l'accompagnement. Et je voudrais dire aux jeunes, n'attendez pas d'avoir des millions pour démarrer. Il faut toujours bien monter son projet. Et tout à l'heure, Mike parlait d'ordinateur. Mais moi, je voudrais descendre à un petit niveau en parlant d'un téléphone portable. Et j'ai découvert un 6e continent, le téléphone portable. Vous avez à l'intérieur des investissements, des investisseurs. Vous avez à l'intérieur de votre téléphone portable des clients, des acheteurs. Mais à partir de cet instant, avec un pass Internet de 100 francs, 200 francs, vous pouvez faire de grandes choses. Je dis aux jeunes, n'attendez pas d'avoir des milliards pour démarrer. Tout est à notre portée. Les jeunes peuvent perdre suffisamment d'argent en étant sur Internet. Mais pourquoi pas ne pas perdre le même argent et investir aujourd'hui ce qui va nous donner l'argent, l'énergie et le temps demain. Tout n'est qu'une question de priorité et de volonté. Est-ce qu'on veut s'insérer nous-mêmes? Est-ce qu'on veut que l'État nous insère ou bien est-ce qu'on veut s'insérer? Moi, je voudrais dire aux jeunes, en attendant que l'État vous appelle, commencez par vous-même. Parce que quand vous êtes dans un problème,
C'est vous-même qui commencez par proposer des pistes. C'est quand vous soulevez votre récipient que quelqu'un pourra venir vous aider. Mais tant que vous ne soulevez pas votre récipient, il sera difficile à votre aide de vous aider. Aidez-vous et le ciel vous aidera, on dira quelque part. Est-ce que la crise sanitaire que connaît le monde ouvre des opportunités pour les jeunes, opportunités à saisir? Je crois bien en termes d'innovation, parce qu'en toute difficulté, on peut s'asseoir, réfléchir et puis dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider dans mon domaine? Si je suis par exemple, je vais dire informaticien, je vais dire, mais aujourd'hui tout le monde, toute entreprise, on va dire, est à la maison. Donc, qu'est-ce que je peux créer comme application, comme solution qui va permettre de pouvoir faciliter la collaboration maison entre collaborateurs? On a vu ici, si je peux le dire, l'explosion en termes de rentabilité de certaines applications qui ont été créées par des Américains pour faciliter la collaboration. Et on a vu que ça a été un boom. Donc en termes d'innovation, il y a quand même beaucoup, il y a eu quand même beaucoup d'innovation, je peux dire. Et il y a quand même encore beaucoup à faire pour apporter la facilitation en fait, des échanges entre les entreprises. On remarque également qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées. Au bout de 2 ans, elles disparaissent. Est-ce que ça ne peut pas freiner un peu les jeunes entrepreneurs qui s'aventurent dans un monde qu'ils ne maîtrisent certainement pas? Cela fait appel peut-être à la formation, au coaching. Vous avez tout dit. Cela fait appel à la formation. On ne se lance pas comme ça dans une affaire de... Enfin, on ne se lance pas comme ça dans l'entrepreneuriat. Il faut le minimum. Et le minimum, c'est la formation. C'est pourquoi il existe des temps d'immersion, des temps de stage. Ne vous levez jamais et vous lancez comme ça dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans le milieu de l'emploi. C'est un milieu concurrentiel. Et là-bas, on ne tolère pas l'approximation, on ne tolère pas la médiocrité. Il faut se former. Si votre entreprise est lancée, ça veut dire qu'avant de lancer l'entreprise, vous avez pris un certain nombre de dispositions, vous avez pris un certain nombre de garanties, de sorte que quand vous lancez votre entreprise, allez, c'est le boom. Donc, je voudrais encourager les jeunes à l'entrepreneuriat, je voudrais encourager les jeunes à ne pas confondre vitesse et précipitation. Parce qu'en la matière, quand vous avez un marché, il faut bien exécuter le marché. Le premier marché détermine la suite de votre vie professionnelle. Donc, quand vous avez un bon marché, il faut l'exécuter. Et je dis en la matière, si les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, ils ont de fortes chances de réussir. Le salut de la jeunesse africaine passe désormais par l'entrepreneuriat. Créativité et innovation. Beaucoup de personnes attendent les idées des autres et veulent réaliser les mêmes idées. Comment avoir de la créativité? Comment faire des innovations pour éviter que tout le monde se jette dans les secteurs parce qu'on a vu l'ami, on a vu l'autre qui est en train de réussir là-dedans alors qu'on n'a peut-être pas les compétences. Oui, effectivement. Donc, généralement, on se dit, ah, il y a tel secteur qui est porteur parce que l'autre, il a fait ça marcher. Tout le monde veut faire. Alors que pour pouvoir réussir dans son domaine, il faut d'abord aimer en fait, ce qu'on fait. Donc, je regarde dans mon environnement proche, par rapport à moi, mes compétences, par rapport à ce que j'aime faire, par rapport à ce que j'apprécie, qu'est-ce qui manque que je peux apporter. Donc, si par exemple, moi, je suis fan de décoration d'intérieur, et puis je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat et créent l'entreprise, mais l'intérieur n'est pas vraiment... Qu'est-ce que je peux apporter? J'ai créé une solution pour ça. Donc, c'est par rapport à l'observation. Donc, je regarde mon environnement. Qu'est-ce qui manque? Quel est le besoin que je peux résoudre selon mes aspirations, selon mes compétences? Et voilà. Est-ce que le cadre académique universitaire est propice à ces innovations, à la création d'idées? On a dit tout à l'heure qu'il y avait une inadéquation parfois entre l'emploi et la formation. On est sur des bancs, il y a des curricula qui sont donnés et on n'aborde pas toutes ces notions d'entrepreneuriat. On sort de là, on cherche un emploi. Est-ce que ce n'est pas aussi une difficulté? C'est vrai, c'est une difficulté, mais comme Mike l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, tout est démocratisé avec les technologies de l'information et de la communication. Si vous voulez vous lancer dans un secteur, si ce secteur, vous n'avez pas eu la formation à l'école, si vous n'avez pas eu cette formation de base sur les bancs, aujourd'hui, vous checkez sur Internet et la moitié de la population jeune est sur Internet. Au lieu de passer du temps à faire des selfies, vous pouvez vous auto-former. Parce que la culture, c'est ce qui reste en l'homme lorsqu'il a tout oublié, disait le philosophe Gustave Flaubert. Vous pouvez vous auto-former. De toute façon, à l'école, on ne vous donnera pas la formation à 100%. Mais vous avez votre part de responsabilité en tant que jeune.
Il y a des moments où, quand on était à l'école, on nous donne des exercices de maison et ça fait appel à des recherches personnelles. Donc, il y a soit les 40% donnés par l'université, les programmes classiques, et puis les 60%, c'est à vous d'aller chercher. Et moi, dans ma démarche, j'implique beaucoup la responsabilité de la jeunesse parce que les jeunes sont dynamiques parfois dans ce qui ne leur donne pas de la valeur, parfois dans ce qui ne les valorise pas. Or, notre avenir ne se trouve pas toujours dans l'approximation, excusez-moi, mais dans l'amusement. Si les jeunes veulent s'insérer, tout n'est qu'une question de volonté. Parce qu'on a vu que des jeunes ont été dynamiques dans d'autres secteurs et moins dynamiques dans ce à quoi on les attendait. Donc je dis aux jeunes, attention, si vous voulez réussir, la réussite dépend de vous. Parlons un peu des déscolarisés qui sont aussi des jeunes. Et il y en a qui ne sont même pas allés à l'école. Parfois, quand on parle d'entrepreneuriat, ils estiment que c'est pour ceux qui ont été scolarisés. Vous qui êtes coach emploi, expert des questions de jeunesse, ces derniers ont leur place. Effectivement, tout le monde a sa place dans le tissu économique ivoirien. Après, quand on parle d'entrepreneuriat, beaucoup voient au fait le grand niveau. Eux, pour eux, ils voient quelqu'un dans une voiture, automatiquement, quel projet je vais faire pour avoir 10 millions aujourd'hui à pour avoir ce niveau. C'est ça le problème en fait. Je connais des jeunes, je connais un jeune par exemple qui a vu ses amis aller étudier à l'étranger et il a voulu forcément aller aussi à l'étranger. Ouais, les parents n'ont pas les moyens. Il a perdu 3 ans à ne rien faire parce qu'il voulait forcément étudier dans une université étrangère. Donc il faut dire aujourd'hui aux jeunes que avoir un petit projet qui va te générer peut-être 5 000 francs ou bien 2 000 par jour et puis économiser un peu et arriver au sommet, ça se fait, c'est possible. Mais comme on veut aller au sommet très rapidement, sans passer par les petites étapes, on se perd. Il y en a qui ont un métier qu'ils veulent faire, mais il y a des filières en termes d'études qui ne le leur permettent pas. On a vu aussi des personnes qui sont allées qui ont fait des filières scientifiques et demain ils sont devenus décorateurs d'intérieur parce que c'est ce qui leur porte, ce qui est dans leur cœur en réalité. Quand on a de telles situations, comment est-ce que le jeune doit pouvoir réagir? Il faut toujours faire dans la vie ce que vous aimez. Il faut être attiré par ce que vous aimez faire. Il faut faire, j'ai envie de dire, des métiers et des activités pour lesquelles, même si on ne vous donne rien, quand vous le faites, vous avez une sorte de satisfaction morale. Vous avez une sorte de satisfaction morale. Donc, quand vous choisissez de tels métiers, quand vous choisissez de tels secteurs, vous êtes à l'aise. Pourquoi? Parce que vous vous sentez l'âme soit de décorateur, l'âme d'entrepreneur. Dans ce cas, même quand vous n'avez pas de gains immédiats, plus tard, vous en êtes heureux. De toute façon, tôt ou tard, tout ce qu'on fait, ça paye. Et puis, je ne connais pas un jeune qui n'a pas de talent. Je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas de talent. Peut-être que vous ne savez pas préparer, mais vous savez décorer. Peut-être que vous ne savez pas courir, mais vous savez parler. Et dans ma démarche, je dis toujours aux jeunes, passez de l'étape d'amateur à une étape de professionnel. Parce que si vous êtes toujours amateur, on va vous considérer comme étant une personne, un amateur. Mais si vous professionnalisez votre talent, vous professionnalisez votre qualité, vous professionnalisez ce que vous avez comme qualité, on va toujours vous respecter. Le respect, il ne se décrète pas, mais le respect, il se constate. On a des diplômés, on a des personnes qui savent travailler. Aujourd'hui, le modèle des entreprises recherche qui? Dans le système francophone, on veut des diplômés. Et à partir du diplôme, on fait une sorte de gradation, alors qu'ailleurs, on veut des gens qui savent faire quelque chose. Vous qui êtes coach emploi, qu'est-ce que vous dites? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, en elles-mêmes, recherchent des personnes qui savent faire quelque chose. Mais, par contre, les personnes qui vont vers les entreprises vont avec leur diplôme et non, en fait, des compétences précises par rapport à ce que l'entreprise recherche. Ils ne promeuvent pas directement leurs compétences, mais ils disent voici Justement. mon niveau. Et c'est là le problème en fait. Parce que j'ai un master et je pense que c'est suffisant pour travailler. Je vais poser ma candidature et là, je constate que les attentes de l'entreprise, donc les besoins réels en fait, et mon diplôme, il y a une sorte d'inadéquation. Comme on l'a dit, le système de formation, je pense en Côte d'Ivoire, comme on est en Côte d'Ivoire, on va dire en Côte d'Ivoire, et les besoins réels des entreprises sur le marché ne sont pas en phase en fait. Donc la personne également, je veux dire, il y a aussi un souci mental. Parce que mentalement, il se dit, moi, j'ai fini, j'ai un master, obligatoirement avec ce master, je vais travailler. Alors qu'il doit pouvoir s'asseoir et dire, bon, voilà le niveau que j'ai malgré mon master, et voilà ce que l'entreprise demande en fait comme acquis. Je suis à quel niveau entre ces deux points? Et quand je regarde l'écart qu'il y a entre moi, mon niveau et le besoin de l'entreprise,
je rattrape ce niveau-là. Par quoi? Comme il a dit aujourd'hui, auto-formation, formation pour tes cabinets. On peut aujourd'hui, si aujourd'hui toi tu demandes à travailler en freelance ou gratuitement pour une entreprise, je doute fort qu'elle puisse refuser en fait ce coup de main en fait. Et toi, ça te permet de pouvoir acquérir de l'expérience. Et comme je le dis, les jeunes veulent forcément aujourd'hui, après l'université aussi, avoir des métiers bien payés. C'est vrai qu'il faut pouvoir vivre de son talent, être bien payé. Mais avant d'arriver à avoir un salaire de 300, 400 000, il faut commencer par le bas. Si aujourd'hui on a la chance d'être encore chez les parents et être pris en charge, il faut pouvoir aussi se dire il faut que j'ai de l'expérience. Donc favoriser l'expérience par rapport aux 55 000 que tu vas avoir. De toute façon, si tu as beaucoup d'expérience et que ton contenu il est assez pointu, tu vas gagner des millions. En 20 secondes, on termine. Comment voyez-vous l'avenir de l'emploi après la crise que nous traversons? C'est un avenir radieux. C'est un avenir empreint de création et de créativité. Parce que quand la situation est difficile, seuls ceux qui ont un peu d'innovation, ceux qui ont un peu de créativité avancent. Je voudrais dire aux jeunes, on a vécu des moments difficiles, mais en même temps, derrière des moments difficiles, il y a toujours des opportunités. Et cette crise a laissé présager beaucoup d'opportunités. Il faut saisir. Qu'il faut saisir. Merci Jean-Stéphane Aléva. Je rappelle que vous êtes journaliste, également spécialiste sur les questions de jeunesse, auteur de plusieurs œuvres. Mike Akwa-André, merci. Vous êtes coach emploi, chef d'entreprise. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nos téléspectateurs. Merci plutôt à vous, Média Afrique, pour l'invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. À très bientôt. Thank you.